Bien, bonjour à toutes et à toutes, et merci pour être courageux, être venu à cette première session de la journée, dernière journée des journées scientifiques. Donc je suis Vincent Roca, je suis chercheur INRIA, je travaille dans l'équipe Privatix à Grenoble, donc une équipe qui s'intéresse au respect de la vie privée dans le sens large. Et donc c'est moi qui vais animer cette table ronde ce matin. Voilà. Donc vous avez le titre de la session de cette table ronde, hein, donc sécurité numérique, technique, éthique, juridique. Qui s'y frotte s'y pique. Voilà, donc c'est un titre un peu rigolo et qui est peut-être aussi un petit peu équivoque dans le sens où il faut peut-être mieux le comprendre à l'envers, à savoir que si on ne s'y frotte pas, eh bien on va se piquer. Donc voilà, donc ce sont trois thématiques, technique, éthique et juridique, qui sont importantes dans le contexte cybersécurité en général. Voilà. Alors afin d'en discuter, nous avons réuni quatre intervenants que je vais présenter brièvement et qui auront l'occasion de prendre parole par la suite pour détailler un peu plus leur contribution. Donc j'ai tout d'abord Marine Minier, qui est professeure à l'Université de Lorraine et membre de l'équipe Caramba. Ludovic May, notre super ADS sur la thématique cybersécurité, voilà, et puis qui est aussi membre de l'équipe CIDRE à Rennes. Mon collègue Cédric Leradou, un membre de Privatix à Grenoble. Et puis François Pellegrini, qui est tout à la fois professeur à l'Université de Bordeaux, membre de l'équipe TADAM, et puis également commissaire auprès de la CNIL. Voilà, je pense que c'est cette dernière activité qui, ces derniers temps, te prend beaucoup de temps et de ressources. Donc, en préparant cette table ronde, j'ai cherché un exemple, quelque chose un peu d'illustratif de la thématique de ce matin, et je suis tombé sur une nouvelle de la part d'Apple. Alors, je ne veux pas faire de publicité à ce constructeur plus que les autres, ce n'est pas l'objet du débat, mais simplement ça m'a paru intéressant. Donc voilà, donc c'est un service qui va être probablement mis en place, hein, du moins c'est l'objectif, qui s'appelle Find My. Alors trouve mon, sous-entendu trouve mon iPhone, trouve mon iPad, trouve mon équipement Apple que j'ai perdu, qui m'a été volé. Voilà. Donc c'est un service de localisation. Alors, comment ça marche? Deux mots sur la technique employée sans trop rentrer en détail, mais juste pour donner une idée générale. Alors c'est un service de localisation qui est basé sur la transmission de petits signaux par les équipements, donc, qui vont transmettre en permanence via un réseau Bluetooth. Et si un équipement Apple se trouve à proximité, cet équipement va recevoir ce signal, va ajouter sa localisation, donc c'est l'équipement qui géolocalise, et ensuite va relayer tout cela auprès des serveurs cloud d'Apple qui vont donc stocker ces informations de localisation. Voilà. Et donc du coup, si vous perdez votre équipement, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des requêtes auprès de la base de données d'Apple de façon à retrouver la localisation courante de votre équipement. Voilà, c'est pratique, c'est super. Bon, si je dis ça comme ça, évidemment, ça fait un petit peu peur, et vous avez raison, parce qu'on pourrait penser que Apple aurait accès à toutes les localisations de tous les équipements, donc ce qui est vraiment intrusif, et ce n'est pas l'objectif. Alors heureusement, le service a été bien conçu, enfin du moins on peut espérer, et ce service garantit que ni Apple, ni les équipements qui font le relayage, ni d'éventuels attaquants qui pourraient être présents sur les réseaux et donc observer les trames Bluetooth qui circulent, ne soient en mesure d'identifier les équipements iPhone, iPad qui émettent ces signaux et ne soient en mesure de capter leur localisation. Heureusement que ça se passe ainsi. Voilà. Donc tout est chiffré de bout en bout, et puis il y a même des mécanismes de renouvellement de clés publiques assez élaborés et rusés. J'en parlais ce matin avec Marine qui m'a expliqué un peu comment ça pourrait marcher. Je n'étais pas au courant de cette possibilité, mais voilà. Et donc a priori tout est fait pour que ce soit respectueux. Alors je passe les détails, et cet exemple me semble intéressant parce qu'il met en évidence un certain nombre d'aspects dont on va avoir l'occasion de parler ce matin. Le premier aspect, déjà, c'est qu'il est basé sur un usage très fin et intelligent des mécanismes de cryptographie. Voilà. Et donc, avec l'intervention de Marine Minier, on aura l'occasion de se plonger justement dans certains de ces mécanismes de chiffrement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, bien évidemment, quand on met en place un service de ce type-là, eh bien, on va tout naturellement se confronter au problème de respect de la vie privée. Ce sont des données de localisation. Les données de localisation sont des données qui sont porteuses de sens, parce qu'une donnée de localisation permet d'inférer beaucoup de choses. En particulier, si vous fréquentez régulièrement un lieu de culte, c'est quelque chose qui sera visible. Et quand on touche à des données comme ça qui ont trait
à des convictions religieuses, des données de santé, etc., eh bien, on tombe dans une catégorie spécifique qui sont les données sensibles, qui font l'objet d'une protection accrue de la part du législateur. Donc voilà, donc on aura aussi l'occasion d'approfondir un peu et de revenir sur ces notions de données à caractère personnel lors de l'intervention de François Pellegrini. Et puis ensuite, on voit que ce service a été conçu de la façon idéale, je dirais, comme devraient être conçus tous les services actuellement, à savoir que l'on s'est posé la question dès le départ de savoir comment mettre en place quelque chose qui soit respectueux de la vie privée, qui soit sécurisé. Voilà. Ce sont des dimensions, sécurité et respect de la vie privée, qui ont été intégrées dès le départ dans la phase de conception du service. Et donc ça, on arrive sur des notions de, on appelle ça en anglais privacy by design, security by design, donc des conceptions respectueuses de la sécurité, de la vie privée, dès la conception. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant et qui est de plus en plus imposé par les différentes réglementations. Voilà. Et puis, en dernier lieu, c'est un service qui est, quand on creuse un petit peu, complexe, et donc qui inclut des détails, des points techniques assez fins, qui sont tous, les uns et les autres, susceptibles de conduire à des attaques. Il pourrait y avoir des failles de sécurité dans la partie cryptographique, l'usage de la cryptographie, les protocoles de sécurité mis en œuvre, les protocoles de communication mis en œuvre, l'implémentation de tous ces aspects-là sur des machines concrètes, dans un équipement concret. Voilà. Donc beaucoup de possibilités pour éventuellement attaquer le service. Et donc là, on arrive à cette idée que en fait, la sécurité absolue, parfaite, n'existe pas. Et donc il faut toujours essayer de mettre en place aussi des systèmes qui permettent, lorsqu'il y a un problème, de faire face à ces problèmes, de limiter les attaques. Et donc là, on aura l'occasion de revenir sur cette dimension-là avec l'intervention de Ludovic. Voilà. Donc, je n'en dis pas plus sur cet exemple, mais je pense qu'il est très illustratif de cette table ronde. Alors, durant cette table, donc, nous allons écouter successivement chacun de nos 4 intervenants. Chacun fera une intervention de 12-15 minutes, c'est l'idée. Je serai un peu strict sur le respect du timing. Donc, les intervenants nous expliqueront leur sujet. Donc, vous allez voir que l'on va aborder progressivement les 3 thématiques qui font l'objet de cette table ronde, à savoir des problématiques techniques, des problématiques éthiques, notamment avec l'intervention de Cédric, et puis des problématiques juridiques. Voilà. Donc, ce sera l'occasion de voir que ces 3 dimensions, en fait, ne s'opposent pas nécessairement, mais se complètent souvent dès lors que l'on regarde la cybersécurité avec un peu de recul, avec une vision un peu macroscopique. Voilà. Donc ce ne sont pas des thèmes qui sont en opposition, ce sont plutôt des thèmes qui se complètent et qu'il faut avoir gardé en tête pour pouvoir aborder certains aspects, avoir certaines discussions autour de ça. Et enfin, on gardera une vingtaine de minutes à la fin pour discuter, pour prendre les questions du public. Donc n'hésitez pas, on a du temps pour ça. Bon, assurer la sécurité, c'est assurer 3 propriétés essentielles à l'information, quelle que soit cette information, hein, des données, des traitements, des services, des applications, tout ce que vous voulez, qui sont la confidentialité, ce qui est assez naturel. Hein. Je pense que les gens, comme on dit, quand on parle de sécurité, ils entendent confidentialité. C'est mes données, quelqu'un d'autre n'a pas le droit d'accéder à ces données, ou quelqu'un de non autorisé n'a pas le droit d'accéder à ces données. Ce n'est qu'une des propriétés qu'on cherche à assurer. On cherche à assurer également l'intégrité de ces données. Quelqu'un qui n'est pas autorisé n'a pas le droit de modifier les dites données. Et on cherche d'une manière générale à assurer la disponibilité des données et des services, c'est-à-dire d'avoir accès à ces données ou à ces services avec des constantes de temps qui sont en rapport à ce qu'on est en droit d'attendre étant donné les systèmes qui sont déployés. Et pour assurer ces 3 propriétés, on met en œuvre tout un tas de mécanismes techniques qui sont de nature préventive. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites, depuis le suivi d'une filière de développement formel pour produire des outils qui sont au maximum exempts de bugs. Tout à l'heure, Vincent disait qu'il peut y avoir de multiples erreurs dans la mise en œuvre du service Apple qui seront exploitées par des attaquants, peut-être. On va essayer d'éviter qu'il y ait des failles présentes, et pour ça, le développement formel peut être une piste intéressante. Bien évidemment, on va mettre en place des mécanismes cryptographiques, donc c'est là exactement que la présentation de Marine tout à l'heure va vous expliquer le genre de choses qu'on peut faire dans le contexte particulier de l'IoT. Et alors, ces mécanismes crypto assurent confidentialité et intégrité de l'information.
Et puis on va rajouter tout un tas de services de sécurité complémentaires, du type authentification, on va être sûr que c'est bien monsieur, madame, machin, ou la machine truc qui est au bout de la communication, du contrôle d'accès, on veut s'assurer qu'une fois qu'une machine ou une entité est authentifiée, alors on va faire tout ce qu'il faut pour contrôler les informations auxquelles elles vont accéder, et puis etc., etc., etc. Du préventif, et c'est évidemment la première ligne de défense complètement essentielle, malheureusement insuffisante, parce qu'il y a des défauts. Et donc on met en place une deuxième ligne de défense, de détection, où on va parler de détection d'intrusion, d'anomalies. Si j'ai le temps et si Vincent ne me coupe pas avant, je vous expliquerai la différence tout à l'heure. Et puis de corrélation d'alerte, et là aussi je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et puis enfin, troisième aspect, troisième ligne de défense peut-être, la réaction. Alors on va largement revenir là-dessus dans la suite, et notamment avec l'exposé de Cédric. La réaction, elle peut être purement défensive. On va chercher au moins à bloquer l'attaque, et puis à corriger les failles qui auraient été exploitées par la dite attaque pour éviter qu'une attaque similaire se reproduise, identique à elle-même. Et puis on commence à imaginer des outils de contre-attaque, avec tous les problèmes que ça peut poser, bien sûr, on va en discuter tout à l'heure. Et puis si on sait contre-attaquer, vraisemblablement on sait attaquer, et voilà, ça ouvre des sujets qui sont extrêmement graves, je pense, et qu'on abordera dans la suite. Bon, donc la sécurité réactive, ce qu'on appelle la sécurité réactive, c'est ces deux dernières étapes de détection et de réaction. Donc ça porte le nom réactif, mais ça intègre bien la détection, puisque pour savoir réagir, il faut auparavant avoir détecté. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une deuxième ligne de défense. Et il ne s'agit pas ici de dire, voilà, il ne faut pas faire de prévention. Évidemment, la prévention est principalement importante, mais insuffisante. Et donc on va mettre en place sur les systèmes, par exemple celui d'Apple, qui a été décrit tout à l'heure, je l'imagine, une architecture dite de supervision de la sécurité. Une telle architecture, c'est assez classique aujourd'hui, hein, il y a des acronymes en haut qui s'appellent SIEM, SOC, peu importe. Hein, enfin, on va mettre en place des systèmes de surveillance des systèmes informatiques qu'on utilise. Et donc l'architecture classique fait que dans ces systèmes, on pense qu'il reste des vulnérabilités, donc ces vulnérabilités vont être exploitées par des attaquants, et que cette exploitation de vulnérabilité va engendrer des traces dans le système, en tout cas on l'espère. Et ces traces, on va essayer de les récupérer avec des sondes de détection d'intrusion qui vont analyser l'information reçue, et puis ensuite, éventuellement, s'ils considèrent que cette information est symptomatique de la présence de traces d'attaque, vont émettre des alertes qui vont être envoyées vers un système centralisé, généralement, même si on a des architectures là aussi de managers, qui vont post-traiter ces alertes parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui se posent que je vais aborder maintenant. Alors les données qu'on capte sont de nature diverses et variées. Essentiellement, aujourd'hui, en tout cas, l'état de l'art industriel, au moins, travaille à partir des données réseau. Donc voilà, on capte des paquets réseau. Au passage, on voit que c'est un problème d'un point de vue confidentialité. Hein. On pourra peut-être parler tout à l'heure de Deep Packet Inspection, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, et on sait que ça a pu poser des problèmes dans le passé. Mais des données qui viennent aussi, d'une manière générale, de tout ce qui log de l'information, donc l'OS et puis toutes les applications qu'on déploie sur l'OS. Du côté de l'analyseur, on va avoir deux grandes approches qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Une approche dite par signature, où en fait, comme dans les antivirus que vous connaissez généralement, on va décrire des symptômes d'attaque et puis on va rechercher dans les traces qu'on capte si ces symptômes d'attaque sont présents. Puis l'approche dite comportementale, où on raisonne en négatif, on va d'une façon ou d'une autre construire un modèle de ce qu'on pense être le comportement normal du système, c'est pas si simple que ça. Et puis ensuite, pendant que ce système fonctionne, on va mesurer l'écart entre le comportement observé de ce système et le comportement qu'on a défini comme étant normal. Et puis si cet écart est trop grand, bam, on émet une alerte. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, hein, il y a une alerte, mais bon, on a une alerte. Du côté du manager, on va avoir plein de travail à faire, parce que ce que je vais vous dire ensuite, c'est que le problème, c'est que, non, c'est là qu'il faut que je montre, le problème, c'est que les alertes sont essentiellement des fausses alertes. Et donc, il va falloir post-traiter ce flux d'alertes qui nous arrive, en particulier pour éliminer au maximum les fausses alertes. Dans l'objectif final de reconstruire le scénario d'attaque complet qui a été mis en œuvre par l'attaquant, parce que
Un scénario d'attaque, ce n'est pas une attaque, c'est tout un tas d'actions, et en fait tout un enchaînement d'attaques élémentaires pour arriver in fine à modifier telle information, attaque à l'intégrité, piquer telle information, attaque à la confidentialité, supprimer telle information qui peut peut-être conduire à un problème de disponibilité de tel ou tel service. Bien, donc ça c'est hyper standard. C'est déployé partout, l'armée a un centre comme ça, l'ANSSI a un centre comme ça pour les opérateurs d'importance vitale, les grandes entreprises ont des centres comme ça, il y a des services industriels qu'on peut acheter pour faire gérer ces alertes. Voilà, c'est vraiment extrêmement utilisé, déployé, et les techniques qui sont utilisées derrière sont des techniques exploitant essentiellement le réseau et exploitant essentiellement une approche par signature avec des symptômes d'attaque assez rudimentaire, ce qui pose un problème de fausse alerte, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc ce qu'on espérerait, c'est avoir des systèmes fiables et pertinents, c'est-à-dire qu'on ait que cette espèce d'implication logique. Là, quand il y a une attaque, alors je prends une alerte, et puis si j'ai une alerte, c'est qu'il y a une attaque qui explique cette alerte. Dans les faits, c'est absolument pas ce qu'on a, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes qui se posent, qui sont essentiellement le fait qu'on a peu de ressources. Alors ça sera particulièrement vrai dans l'IoT, mais c'est vrai d'une manière générale. Notre CPU, on la veut pour faire du fonctionnel et pas pour faire de la sécurité. C'est un des problèmes du monde de la sécurité. Et finalement, enfin, dans beaucoup d'environnements, on contraint extrêmement la ressource CPU qu'on va allouer pour faire de la sécurité, et en particulier pour faire de la détection d'intrusion. Et du coup, on fait ce qu'on peut. Et en outre, on veut du quasi-temps réel. Donc, on ne va pas se permettre de garder mémoire de ce qui s'est passé il y a 2 minutes, 3 minutes, 10 jours. Parce que c'est impossible, trop de données, trop de trucs à gérer. De toute façon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc on met tellement de contraintes que finalement on en arrive à des situations où, c'est un schéma hyper classique qui pourrait représenter tous les problèmes de classification. Hein. Si on est du côté vert, où on cherche à faire de la détection d'intrusion comportementale, donc on va chercher à détecter des anomalies par rapport à un comportement normal, on devrait définir parfaitement ce carré vert. Bien sûr, c'est impossible, on définit une espèce de nuage, là, comme au musée des Confluences, une espèce de nuage où en fait, il y a des trous un peu partout, et puis ça bave du côté rouge, qui est le côté où il y a les attaques, et donc ça va engendrer naturellement, si des comportements se produisent ici ou ici, à défaut positif ou à défaut négatif. Puis de manière réciproque, du côté où on cherche à construire des modèles d'attaque, on ne va jamais réussir à les avoir tous. 10 nouvelles vulnérabilités par jour, en gros, qui sortent sur les sites spécialisés. Plusieurs façons d'exploiter ces vulnérabilités. Donc, chaque jour, il y a plein de nouvelles attaques qui arrivent. Donc, il faut mettre à jour ce carré rouge sans arrêt, et on n'y arrive pas forcément. Et puis, en outre, comme on a des ressources qui sont très contraintes, on va simplifier à l'extrême les symptômes d'attaque qu'on va chercher à modéliser. Et du coup, il peut fort bien arriver que finalement quelque chose qui est complètement normal soit considéré comme un symptôme d'attaque. Beaucoup de problèmes de faux positifs et de faux négatifs de part et d'autre. Et cette proportion élevée, disons 3 minutes, cette proportion qui est élevée de fausses alertes s'explique très simplement par le fait que fort heureusement, on a beaucoup d'événements qui sont normaux, et très peu d'événements qui sont anormaux ou dus à des attaques, parce que fort heureusement, il y a peu d'attaques par rapport à l'usage normal du système. Et ça fait que, parce que le taux de faux positifs n'est jamais nul, même si on essaye de le rendre le plus petit possible, comme on a énormément d'événements normaux, avec un taux de faux positifs qui n'est pas nul, ça génère tout un tas de fausses alertes. Et ces fausses alertes noient complètement les vraies alertes, si bien que les administrateurs de sécurité qui récupèrent ces alertes, ils ont des aiguilles à trouver dans des aiguilles qui sont des vraies alertes, à trouver dans des énormes moles de foin qui sont des fausses alertes, et c'est un travail qui est extrêmement compliqué. Bien, alors face à ça, ce qu'on veut faire, c'est améliorer les choses, et il y a beaucoup de boulot. Il faut améliorer la production d'alertes, il faut améliorer le processement des alertes, et puis il faut réfléchir à des mécanismes réactifs qui soient à la fois efficaces, mais aussi éthiques et juridiquement solides. Alors, 3 minutes, ça va être dur, donc il y a plein de pistes de recherche qui sont à suivre, disons. Je n'ose pas dire qu'elles sont suivies, mais il y a plein de pistes de recherche qui sont à suivre. Alors, je vais picorer là-dedans avec des choses qui sont un peu à la mode, peut-être à raison et peut-être à tort. Et notamment ici, là, apport du machine learning. Tout le monde veut faire de l'IA pour la sécurité. Bon, ok.
évidemment, donc je vois Marc et Bertrand là-bas, évidemment, il faut essayer de faire de l'IA pour la sécurité. Il faut essayer alors l'IA au sens machine learning. Il faut essayer, avec des mécanismes d'apprentissage, de construire ici, là, un joli carré vert. On espère qu'on va y arriver. Peut-être on va y arriver, peut-être on va pas y arriver. Parce que détecter une trace d'attaque dans des données structurées, telles qu'on les récupère sur les réseaux ou sur les systèmes, c'est pas comme reconnaître un chaton dans une image. Et voilà, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner aujourd'hui. Et en fait, tous les essais qui ont été faits à ce jour, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées, et en fait depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, avant que les l'IA reviennent à la mode, ont donné lieu à, alors, non pas des échecs, mais à des mécanismes qui ne permettent pas d'améliorer significativement les choses. Bon, j'avance. Il faut aussi qu'on travaille à la coopération entre les systèmes de détection. Il y a divers types de données analysées, divers mécanismes pour analyser les données. Si on les fait coopérer d'une façon ou d'une autre, en les faisant tourner en parallèle et puis en essayant de combiner le résultat, ou en les faisant tourner en série de manière plus ou moins intelligente, ben on peut espérer arriver à des propriétés qui sont intéressantes. Et en particulier qui sont intéressantes pour diminuer drastiquement le nombre de faux positifs, ce qu'est le problème essentiel de ce champ, disons, technique et scientifique aujourd'hui. On pourrait aussi rajouter, et là il y a des équipes à l'INRIA qui pourraient être utiles et intéressées et intéressantes, que la visualisation des informations de sécurité et la visualisation des alertes, c'est quelque chose qui serait intéressant de creuser. L'équipe CIDR a commencé à faire ce genre de choses. Bon, nous, on n'est pas des spécialistes c'est fini. On n'est pas des spécialistes. Je finis tout de suite. On n'est pas des spécialistes de visu, mais on l'a vu hier, ou avant-hier, je ne sais plus, que l'œil humain sur les données peut être intéressant de temps en temps, et l'œil de l'expert sécurité sur les alertes peut être intéressant de temps en temps. Bien, la réaction, c'est un gros problème, mais finalement, ça, c'est ce dont va nous parler essentiellement Cédric. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui prend la parole maintenant, ou si les slides de Marine sont maintenant opérationnels. Mais voilà, voilà. On veut contre-attaquer. Comment, à quel moment, est-ce que c'est légitime, est-ce que la légitime défense s'applique, est-ce que c'est proportionnel, est-ce que c'est instantané, comment on fait ça, enfin, voilà. Tous les problèmes que va évoquer maintenant Cédric. J'avais plein de choses encore à vous dire, et alors je termine par ça. C'est que en 12 minutes, 15 minutes, on n'a pas parlé de l'attaque. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut qu'on travaille, quoi. La connaissance intime des attaques, qui sont de plus en plus complexes et qui descendent de plus en plus dans les couches. Et maintenant, on en est en train d'attaquer le hardware à partir du soft. Et voilà, ça, il faut qu'on le maîtrise parfaitement pour évidemment en arriver à proposer des mécanismes de détection et aussi de protection qui soient les plus efficaces possibles. Désolé d'avoir débordé. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est qui? C'est Marine? Ouais, c'est bon. Donc je vérifie que ça marche. Ah bah bon. Ok, voilà. Donc moi je vais vous parler d'un processus de standardisation qui est en cours, qui est fait par le NIST. Du coup, le NIST, donc c'est quoi? C'est le National Institute of Standards and Technology américain. Et c'est lui qui a fait un certain nombre de compétitions qui ont permis d'arriver à des standards en matière de cryptographie. Donc dans l'histoire des compétitions NIST, la première, c'est la compétition AES de 1997 à 2000 qui a défini donc le standard de chiffrement par bloc actuel, qui est donc l'AES, l'Advanced Encryption Standard. Donc en 97, donc il y a un appel à soumission, il y a donc des cryptographes qui travaillent et qui soumettent. Et ensuite, après un certain temps, il y a un premier tour où on choisit parmi toutes les soumissions un certain nombre de ces soumissions, de ces finalistes, pour finalement désigner un gagnant à la fin. Donc le gagnant de la compétition AES, c'était un algorithme belge qui s'appelait Rijndael à l'époque. Et donc il y a eu 15 soumissions soumises à cette première compétition. La deuxième compétition dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la compétition SHA-3, qui, après que toutes les fonctions de hachage se soient fait dézinguer, a demandé à la communauté cryptographique de définir une nouvelle fonction de hachage. Donc là, on voit qu'il y avait plus de gens qui faisaient de la cryptographie dans le monde, parce qu'on est passé de 15 soumissions à 51 soumissions acceptées pour le premier tour, puis 14 soumissions dans un deuxième tour.
et finalement un gagnant, donc, qui est un algorithme qui s'appelait Ketcha, qui a été également fait par des Belges. Donc suite à ces deux compétitions, on peut dire que tous les standards internationaux reposent sur la Belgique. Et donc le NIST a récemment lancé deux nouvelles compétitions. Donc une compétition qui date de 2017 sur des schémas de cryptographie qui permettaient de résister aux ordinateurs quantiques. Donc c'est une compétition qui est en cours, qui a démarré en 2017. Ils ont annoncé entre 15 et je crois que c'est 15 finalistes dans un premier tour. Et ils ont lancé donc l'an dernier une compétition pour soumettre ce qu'on appelle des algorithmes de chiffrement et de cryptographie à bas coût. Alors à bas coût, c'est quoi ? À bas coût, c'est l'idée que tous les standards, en 2013, on savait déjà que tous les standards de cryptographie étaient un petit peu lourds pour tout ce qui allait être l'Internet des objets. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aime beaucoup chiffrer les données que j'échange avec ma machine à laver. Ma machine à laver, elle est équipée d'un tout petit microcontrôleur, et ben, l'AES va être un peu lent pour que je communique mon linge sale avec ma machine à laver. Donc, suite à ce constat, en fait, en mars 2017, le NIST a lancé un pré-call, on va dire, pour savoir quels requirements on devait avoir pour faire de la cryptographie à bas coût. Et donc, finalement, le 27 août 2018, ils ont annoncé un appel à algorithmes avec une deadline pour la soumission le 25 février 2019. Il y avait une première deadline qui était pour le 4 janvier 2019, où ils promettaient de donner des retours et du feedback aux personnes qui auraient soumis le 4 janvier. Donc nous, on était très très prévoyants, nous seulement, hein, on était très prévoyants, donc on a soumis notre package et notre algorithme le 21 décembre 2018, on était super fiers de nous, sauf que le 22 décembre, il y a eu le shutdown. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, on attendait d'avoir des retours, donc en janvier, on attendait d'avoir des retours du NIST, on ne les avait pas. Donc on se connectait au site web, on avait ça comme site web, donc on n'avait pas de nouvelles. Et donc finalement, le 15 février, le shutdown a fini, donc on a eu des nouvelles de notre algo, qu'il était à peu près dans les clous de ce qui était demandé, et finalement, le NIST a décalé la deadline suite à leur shutdown. Donc voilà pour ce qui est de la compétition. Alors qu'est-ce que demandait le NIST dans cet appel? Donc il demandait à ce qu'on soit capable non pas de faire simplement du chiffrement, donc classiquement en cryptographie, à cryptographie symétrique, ce que vous voulez, c'est la confidentialité de l'information. Donc vous avez un message, vous paramétrez un algorithme de chiffrement par une clé K, vous obtenez le chiffré correspondant. Et pour déchiffrer, vous récupérez le chiffré. Ah, le pointeur s'est coupé en deux. Et à l'aide de cette même clé, donc c'est de la crypto symétrique, donc Alice et Bob partagent la même clé, vous récupérez le message M. Là, ce que demande le NIST, c'est qu'en plus on ait une fonctionnalité d'authentification. C'est-à-dire qu'en plus, donc on est capable de produire ce qu'on appelle un tag d'authentification à l'aide de la même clé, mais par contre on va rajouter des données. Donc on va rajouter ce qu'on appelle un nonce, un nombre utilisé une seule fois, et des données additionnelles afin de produire non seulement un chiffré, mais un tag d'authentification. Et donc, au moment du déchiffrement, on est capable de fournir, si le tag est valide, le message M, mais si le tag n'est pas valide, le tag d'authentification, on sort un message d'erreur. Donc, c'était l'idée d'étendre un petit peu la notion juste de chiffrement à ce qu'on appelle du chiffrement authentifié. Donc, il y avait donc un certain nombre de requirements. Il fallait une clé d'au moins 128 bits. Si c'était plus grand, 256 bits étaient recommandés. Il y avait aussi des paramètres pour la taille du nonce qui devait faire au moins 96 bits et la taille du tag au moins 64 bits. Ce que demandait le NIST, c'est d'avoir des meilleures performances sur les environnements contraints que les standards actuels du NIST. Alors par environnement contraint, on entend quoi? On entend à la fois des environnements matériels, donc on veut des implémentations matérielles qui soient compactes et où on puisse choisir les paramètres qu'on souhaite optimiser pour pouvoir s'adapter à tout type de matériel. Et on veut également être rapide sur tout type d'environnement logiciel contraint, c'est-à-dire des microcontrôleurs de 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Et on veut donc être capable de faire varier les paramètres de l'implémentation pour optimiser le paramètre qui nous intéresse. On veut également un pré-processing efficace de la clé. Et on veut aussi des contre-mesures simples à mettre en œuvre contre tout ce qui va relever des attaques matérielles et des attaques par canaux auxiliaires.
En ce qui concerne les critères d'évaluation qu'a donné le NIST, eh bien, évidemment, on veut que ça soit résistant d'un point de vue de la cryptanalyse. On veut une résistante aux attaques en faute et aux attaques par canaux cachés. Et on veut également que les algos soient efficaces en termes de métriques de coût et de métriques de performance. Et ce que demandait le NIST, c'était le plus possible d'utiliser des choses qui avaient déjà été analysées par la communauté cryptographique. Et si possible, éventuellement utiliser des bouts de standards existants. Donc ça y est, la compétition est en route. Donc le 29 mars, après 2 ou 3 jours d'analyse, le NIST a rendu public alors 56 des 57 soumissions retenues. Donc il y en avait une qui n'était pas dans les clous de ce que demandait le NIST. Alors parmi ces 56 soumissions, donc, l'award de l'auteur le plus prolifique va à Mridul Nandi, qui a donc co-signé 10 soumissions, donc avec une mention spéciale à Thomas Perrin, qui a co-signé 8 soumissions. Il y a 6 soumissions qui ont été soumises par un seul auteur, qui est un truc assez rare en cryptographie. En cryptographie, on aime bien travailler ensemble, parce que typiquement, une faiblesse... Enfin, pour détecter les faiblesses des algorithmes, c'est mieux d'être plusieurs. Et d'ailleurs, c'est la première leçon à retenir, c'est que parmi les 6 qui ont été soumises avec un seul auteur, il y en a 3 qui ont déjà été cassées. Donc sur les 56 soumissions, il faut savoir qu'en tout, il y a déjà, donc c'est le 29 mars, hein, vous voyez qu'en 2 mois, les choses vont assez vite, il y en a 5 qui ont été cassées. Et 7 qui sont où il y a des co-auteurs français, donc il y en a 4 soumissions où il y a des co-auteurs venant de l'équipe secret, une soumission avec un co-auteur venant de l'ANSSI et 2 soumissions venant de l'équipe Karamba. Et alors on a beaucoup débattu, mais nous le nom qu'on préfère c'est Pyjamasque. Ouais. Donc, alors, essentiellement, donc, dans ces soumissions, on peut dégager 2 grandes catégories. Donc la première grande catégorie, c'est les finalistes qui sont fondés, donc il y en a 47 sur 56, sur des algorithmes de chiffrement par bloc. Donc les algorithmes de chiffrement par bloc, c'est, pour le dire rapidement, une structure itérative où je vais répéter une fonction f, r fois, et ce qui va changer à chaque fois dans cette fonction f, c'est juste la sous-clé, une sous-clé à chaque tour. Et ces sous-clés, elles sont générées à l'aide d'un algorithme de génération de clés, et elles sont générées à l'aide de la clé maître. Donc là, sur les 56 soumissions, il y en a 47 qui utilisent un chiffrement par bloc en sous-jacent. Donc il y en a notamment 7 qui sont basés sur un chiffrement qui s'appelle GIFT, 6 qui sont basés sur des bouts d'AES et 5 qui sont basés sur Skinny, et qui utilisent pour faire du chiffrement authentifié différents modes d'opération, donc des modes compteurs, des modes OFB, des modes OCB, etc. Il y en a 8 autres qui sont basés sur ce qu'on appelle des chiffrements à flot. Donc le chiffrement à flot, vous avez un registre de longueur L, donc en général plus de 2 fois la taille de la clé, que vous remettez à jour à l'aide d'une fonction non linéaire, et vous filtrez le contenu de ce registre à chaque top d'horloge à l'aide d'une deuxième fonction de filtrage pour générer une suite de bits chiffrantes. Puis, vous allez XORer bit à bit chacun de vos bits de messages clairs avec la suite de bits pseudo-aléatoires que vous venez de produire pour récupérer le chiffré. Et donc, vous initialisez une partie ou toute ou partie de ce registre à l'aide de la clé. Donc il faut maintenant, on le sait depuis à peu près 10 ans, 15 ans, que la fonction f soit non linéaire. Hein. Donc il ont été proposés donc, différents types de fonctions non linéaires de remise à jour du registre. Donc soit des fonctions composées de AND et de NAND, soit des boîtesses, donc qui sont des composants non linéaires de petite taille, soit directement d'utiliser des polynômes de rétroaction non linéaires. Alors là, je pouvais rentrer plus dans la technique, sinon je pouvais m'amuser. Donc j'ai décidé de m'amuser, et donc je vous ai fait un petit quiz. Donc à savoir, les noms suivants, il faudrait que vous me disiez si c'est soit le nom d'une soumission NIST, donc à la compétition Lightway, soit le nom d'une équipe INRIA. Donc le premier nom que je vous propose, c'est Saturnin. À votre avis, est-ce que Saturnin, c'est une soumission NIST ou une équipe INRIA ? C'est une soumission NIST, c'est donc la principale soumission de l'équipe INRIA secret. Comet. Alors, attention, j'ai une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous,
C'est une soumissionniste. L'équipe INRIA prend un E. J'ai également trouvé un projet de recherche qui s'appelait Comet de INRIA at Silicon Valley. SICO. Équipe INRIA. La soumission Lightway s'appelle SICON. ACE. C'est une soumissionniste. L'équipe INRIA, elle s'appelle ACES. Gimli. C'est une soumissionniste où effectivement c'est un nain de la Terre du Milieu. Et Lilliputae, c'est notre soumission. Voilà, donc la compétition est en cours, donc il y a 56 algorithmes qui ont été soumis, et donc après le grand jeu des cryptographes, après avoir construit des algorithmes, eh ben, c'est la cryptanalyse. Donc, merci pour votre attention. Comment je fais pour avoir mes slides? Ah, super. Bonjour à tous. Je m'appelle Cédric Loradou et voilà, je vais faire une petite présentation un peu vintage. En gros, les slides ont été faits sans serveur DIX pour réduire l'empreinte carbone. Merci Sophie. Donc je vais me présenter un tout petit peu. Donc je m'appelle Cédric Loradou. Je suis dans l'équipe Privatix. Et en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est lié à l'informatique, mais je ne vais pas prendre l'angle de l'informatique aujourd'hui. Il se trouve que depuis un certain temps, je travaille avec des juristes. Donc dans certains projets grenoblois, donc le Data Institute et puis Cyberalp. Et donc, pourquoi est-ce que je travaille avec des juristes? Parce qu'on a besoin de comprendre les implications légales quand on travaille sur la vie privée ou quand on travaille en sécurité informatique. Et donc, depuis un certain temps, voilà, je travaille avec Théodore Christakis et Karine Bannelier-Christakis, donc de la faculté de droit de Grenoble. Et il se trouve aussi qu'on a une petite caractéristique dans l'équipe Privatix. Je co-encadre une doctorante en droit et la doctorante est dans nos locaux. Et donc, on a une doctorante juriste qui travaille quasiment 100% du temps avec nous. Et donc, je vais vous présenter ce que je fais donc, avec ma doctorante qui s'appelle Colline Boniface. On s'intéresse donc aux armes numériques. Donc, Ludovic vous a parlé de voilà, comment est-ce qu'on essayait de faire pour se défendre. Moi, je vais essayer de comprendre un petit peu comment on gère les cas d'attaque. Alors, avant de vous parler de tout ça, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il fallait que je rappelle à tout le monde que j'avais fait avec Vincent et Natalia un MOOC sur la vie privée et qu'il est très très bien et que vous pouvez encore vous inscrire pour le suivre. Voilà, c'était ma petite parenthèse MOOC. Alors, la thèse de Colline, elle a pour but d'étudier les armes numériques. Et voilà, il y a des textes de loi qui sont archi difficiles à comprendre. Il y a des informaticiens qui ont leur vision du problème. Et comment est-ce qu'on fait pour réconcilier un peu tout le monde? Et donc, un des objectifs de la thèse de Colline, c'est d'essayer d'écrire des documents que peuvent comprendre les informaticiens et de faire valoir aussi le point de vue des informaticiens aux juristes. Donc essentiellement, on travaille sur des textes vraiment, alors pour moi, pas drôle du tout à lire, quoi. L'arrangement de Wassenaar ou la Convention de Budapest, c'est relativement soporifique et vraiment très très dur à comprendre quand on est quand on est une personne un peu logique, quoi.
Il se trouve que les armes numériques, donc tout ce qu'on appelle les malwares, au jour d'aujourd'hui, on peut penser que c'est principalement les États qui les produisent. Et pourquoi est-ce que les États produisent des armes numériques? Principalement pour pouvoir faire de la surveillance. Donc il y a 5 pays qui ont vraiment une doctrine très forte par rapport aux armes numériques. Donc c'est les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et donc ils ont des lois vraiment très très fortes qui autorisent les forces publiques à utiliser des malwares pour infecter des machines et accéder à des données. Donc certes, voilà, il y a cette surveillance qui existe et on aimerait savoir comprendre comment est-ce qu'on peut rendre cette surveillance contrôlable. Donc ça fait partie des objectifs de la thèse de Colline. Et puis on essaye aussi de faire de la prospective en réfléchissant à l'impact de tous les travaux de recherche qu'on a en informatique, donc sur l'anonymat, donc la capacité des gens à avoir des plateformes et des logiciels anonymes, ou d'autres choses comme l'inverse de l'évasion fiscale, qui est essayer pour des sociétés d'aller vers des législations vertueuses comme les législations européennes. Donc comme je vous l'ai dit, les États sont les principaux pourvoyeurs d'armes numériques. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de faire de la surveillance, et je vais vous légitimer la surveillance. Ça peut être bizarre pour quelqu'un qui fait de la protection de la vie privée, je vais vous légitimer la surveillance des États. Quand on regarde le dernier règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, donc il y a plein de choses, des définitions, des droits sur nos données, des obligations pour ceux qui traitent nos données, et il y a quand même une partie non négligeable sur des exceptions, et c'est principalement ces exceptions, c'est pour permettre aux États un certain nombre de fonctions comme la sécurité nationale, la défense ou l'impôt. Alors, pour vraiment vous convaincre que la surveillance est quelque chose d'utile, il y a une surveillance qui va vous paraître vraiment complètement légitime, c'est vraiment la surveillance fiscale. Donc il faut savoir que les gens qui font de l'évasion fiscale, ils ont des super logiciels qui s'appellent Instrans et ITEX principalement, qui sont vraiment des super logiciels qui utilisent Tor, qui utilisent du chiffrement, qui s'effacent automatiquement dès qu'il y a quelqu'un du fisc français qui débarque dans le bâtiment. Et donc, il y a des technologies qui existent qui aident à faire de l'évasion fiscale. Et donc, c'est vraiment important que, on ait des moyens de contrôle, de surveillance, pour au moins essayer de récupérer l'argent. Voilà. Ça, c'était ma petite remarque, mon petit lien au procès Balkany. Donc voilà, donc les États ont besoin de faire de la surveillance, d'accord, c'est quelque chose d'utile. Bon, il faut le contrôler, il faut éviter la surveillance de masse, ça, je suis comme vous, j'en suis assez convaincu. Donc on va essayer d'étudier donc comment les États font de la surveillance, et comme je vous l'ai dit, les États sont prêts à concevoir des armes numériques, donc des malwares, pour nous surveiller. Alors, pourquoi est-ce que les États font ça? Principalement parce que à l'INRIA et puis la communauté cryptographique est très très forte. On a su faire vraiment des bons systèmes de chiffrement qui fait que les canaux sont sécurisés et que ce qui reste à attaquer, c'est les interfaces, les systèmes d'exploitation, les machines. Et donc, la meilleure façon de faire ça, comme c'est des systèmes complexes, on conçoit des armes numériques, donc des malwares, pour attaquer les interfaces. Voilà, alors ça permet donc de surveiller les gens qui sont a priori des gens qui font des choses pas gentilles. Et puis on se rend compte quand on est un État que si on est capable de développer ce genre de technologie, on peut l'appliquer à l'État voisin et on passe de la surveillance à l'intelligence. Et vous avez très certainement entendu parler du fait qu'il y a plein d'histoires comme la Chine espionnerait les États-Unis, que la Russie inférerait dans des élections. Et donc, une fois qu'on a ces armes, on peut faire de la surveillance, certes, mais on passe aussi du côté de l'intelligence et de l'espionnage, qui est, on va dire, la zone grise du droit. Alors, j'en ai parlé déjà beaucoup, mais je n'ai pas donné de définition, donc je vais vous donner une définition de ce que c'est une arme numérique. Et comme je suis taquin, je ne vais pas vous donner une définition d'informaticien, je vais vous donner une définition de juriste.
je vous dirai après d'où sort cette définition. Donc qu'est-ce que c'est une arme numérique? Donc c'est un logiciel qui essaye d'éviter d'être détecté et qui a deux objectifs essentiels. C'est vous voler des données ou changer le comportement de votre machine. D'accord? Donc c'est vraiment un résumé très très bref de cette définition. Et ce qui est rigolo, c'est que si j'applique cette définition aux équipes INRIA et que je commence à me dire, voilà, est-ce qu'il faut qu'on laisse des chercheurs publier sur les armes numériques et distribuer du code sur les armes numériques, ben, si on regarde les thèmes d'INRIA, ben, il va y avoir un paquet de gens qu'on va empêcher de publier. D'accord? Donc tout le thème algorithmique, programming, software and architecture, voilà. Il va falloir réfléchir avant de publier et de diffuser du code. Et puis tous les gens qui font des sons de réseau, pareil, ils vont se retrouver un petit peu embêtés. Alors, cette définition de juriste, généralement, quand les juristes donnent une définition, ben, les gens réagissent. Et chez les juristes, on a des processus écologiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les définitions, on va juste rajouter des exceptions jusqu'à avoir assez d'exceptions pour que ça plaise à tout le monde. Et donc, les juristes ont rajouté des exceptions. Donc, qu'est-ce qui n'est pas une arme numérique? Eh ben, ça va être tous les outils de débugage. Donc déjà, on récupère un paquet de gens d'INRIA, tout ce qui va être hyperviseur, le technique de reverse engineering, DRM, et ainsi de suite. Et donc, en amendant la définition, avec des exceptions, on arrive à corriger, à avoir des choses qui vont permettre à la communauté qui fait de la sécurité informatique ou de l'analyse de code de vivre. Alors, cette définition, je ne l'ai pas sortie de nulle part, elle vient de l'arrangement de Wassenaar. Donc l'arrangement de Wassenaar, c'est un document qui statue sur ce qu'on a le droit d'exporter ou pas, en termes d'armes conventionnelles et de technologies à double usage. Donc voilà, c'est un document qui a été signé par 42 pays, dont la France. Et donc effectivement, quand le document est sorti, avec la première définition que je vous ai donnée, si on l'avait vraiment appliqué en France, ben, à l'INRIA, on aurait été très gêné. Alors, est-ce que la France est cohérent? On a signé ce document et est-ce qu'on l'applique? Bon, ben pas vraiment. Quand on exporte des technologies de surveillance de masse développées par Amesis ou Cosmos, bon, la DGA dit que non, c'est pas sous le coup de l'arrangement de Wassenaar. Donc voilà, on a nos petits accommodements avec ce qu'on signe. Bon, par contre, il faut savoir qu'en France, à une époque, on avait une société qui s'appelait VUPEN à Montpellier, qui qui étudiait des vulnérabilités et les vendait au plus offrant, principalement à la NSA. Et donc, les autorités françaises ont considéré que ce n'était pas vraiment raisonnable de faire ça, et donc a demandé à VUPEN de respecter l'arrangement de Wassenaar, qui fait que la société a fermé et qu'elle est partie vers un pays où le soleil permettait de faire ses activités. Alors, voilà, maintenant, bon, on a une petite définition de ce que c'est une arme numérique. On va juste réfléchir à comment est-ce qu'on en fait une. Donc, pour faire une arme numérique, il faut des vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est voilà, quelque chose que ne va pas connaître l'éditeur du logiciel. Donc, avec les besoins des États, ben, un marché est apparu et donc des sociétés ont commencé à vendre des vulnérabilités. Je vous ai parlé de VUPEN. Donc VUPEN s'est transformé en Zerodium en s'installant aux États-Unis. En Italie, vous avez Hacking Team. Et donc, une fois qu'on a un certain nombre de vulnérabilités, on peut essayer de les exploiter pour pénétrer vraiment un système et récupérer de l'information. Et une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de le distribuer, on le contrôle, on le commande et on récupère des données. Alors, quand ça vous arrive, j'en arrive donc au titre de ma présentation, quand ça vous arrive, vous subissez une attaque, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors là, une question importante, c'est de savoir si vous êtes un particulier, ben, il va y avoir le droit national qui va s'appliquer. Si vous êtes un État et que vous subissez une attaque, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que ça vient de l'intérieur ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Si ça vient de l'extérieur, il y a une grande question à se poser, c'est est-ce que vous êtes capable d'identifier le pays qui fait l'attaque? Si vous êtes capable de faire cette identification, c'est le droit de la guerre qui va s'appliquer et il y a des règles bien précises associées au droit de la guerre. Donc
l'étape importante que je viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle l'attribution. Et une fois qu'on a attribué qui faisait l'attaque, on va pouvoir contre-attaquer, donc agir, être dans la réaction. Donc qu'est-ce que c'est l'attribution? Donc je vais ramener ça à des choses un peu plus concrètes pour des informaticiens. C'est définir qui a écrit le code, qui l'a utilisé, qui l'a distribué. Et qu'est-ce que c'est contre-attaquer? C'est savoir, voilà, en fonction de l'attaque qui a été faite, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que ça doit être proportionnel ou pas? Est-ce que ça doit être moi en tant qu'individu qui doit réagir, ou est-ce que c'est l'État? Alors, je vais juste vous montrer pourquoi c'est très très amusant et très très intéressant l'attribution. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre qu'est-ce qui se passe quand c'est des individus et ce qui se passe quand c'est des États. Donc une attaque informatique qui a été démantelée en 2014 qui s'appelait Blackshade, qui permettait donc de manipuler des webcams. Donc le gouvernement américain les autorités, le FBI étaient capables d'identifier les gens qui avaient écrit le code. Donc 2 Américains, donc ça tombe bien, en interne, le droit américain s'applique. Ils ont été capables d'identifier 100 personnes à travers le monde et ils ont été capables de se coordonner avec toutes les polices du monde pour arrêter toutes les personnes qui avaient utilisé cette arme, ce malware. Et puis, ils ont été aussi capables de fermer tous les forums qui avaient distribué donc, ce malware qui s'appelait Blackshade. D'accord, donc ça c'est un exemple, tout va bien, des individus qui ont utilisé des armes numériques. Et maintenant, je vous propose juste un autre exemple, un peu plus rigolo. Donc très certainement, vous ne connaissez pas ce qui s'appelle Eternal Blue, c'est un malware qui a été conçu par la NSA. Et à partir de ce malware, il a été repackagé par plein de gens. Vous avez eu WannaCry, Petya, NotPetya et Robinhood. Alors WannaCry, tout le monde en a entendu parler, Petya, NotPetya, peut-être pas. Alors, WannaCry, ça affecte principalement l'Angleterre, donc l'auteur du code, c'est la NSA, qui a distribué l'arme, un groupe de gens anonymes qui s'appelle The Shadow Broker, qui a utilisé l'arme, ça on ne le sait pas. Des juristes ont étudié la possibilité de poursuivre la NSA, flop, il ne se passe rien. Petya, NotPetya, ça va affecter principalement l'Ukraine et la France, c'est toujours la NSA, c'est toujours les Shadow Brokers, on ne sait pas qui a fait l'attaque. Je crois qu'en France, personne n'a étudié la possibilité de poursuivre la NSA. Robinhood, donc là on est en mai 2019, c'est là que ça devient intéressant. Robinhood, ça va affecter des États américains. Qui a écrit le code? La NSA. Qui a fait l'attaque? On ne sait pas. Qui l'a distribué? Les Shadow Brokers. Là, par contre, on a une compatibilité juridique. D'accord? La NSA n'a pas le droit d'opérer sur le territoire américain et donc la NSA va subir des pénalités assez importantes. Ça vous montre quoi? Ça veut dire que l'attribution, c'est vraiment quelque chose d'important parce que légalement, ça va permettre de faire des poursuites. Ça vous montre que quand un État utilise des armes numériques, il y a un retour de flamme. D'accord? Et donc, ça, c'est ce qui pose problème avec les armes numériques. Des gens essayent de modéliser les armes, enfin, de faire des juridictions pour les armes numériques en se calquant sur l'arme atomique. Il n'y a vraiment aucune comparaison possible. Voilà. J'ai un tout petit peu dépassé, et juste pour conclure, pour rappeler que j'ai fait un MOOC avec Vincent et Natalia sur la vie privée, qu'il est en français, qu'il est pour tout le monde, qu'il est gratuit, et que les gens qui l'ont fait, ils sont super, il y a les gens du Learning Lab qui nous ont aidés, qu'il est garanti sans cookies, et vous avez l'URL. Merci. Voilà, donc merci pour l'invitation, bonjour à toutes et tous. Donc moi je vais prendre un peu l'aspect juridico-éthique et puis vous parler seulement à minima de technique mais plutôt de principe. Donc effectivement on a beaucoup parlé de données à caractère personnel. Alors le RGPD ça a été très intéressant parce que c'est un phénomène cathartique où on a réussi à créer en un an une marque mondiale, ce que beaucoup d'agences de com nous envient. Et donc, effectivement, juste un petit peu de fond sur ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, histoire qu'on cerne bien le sujet. D'abord, il faut comprendre que ces lois informatiques et liberté, c'est des lois qui ont été créées en réaction donc à des événements tragiques, à savoir le mésusage de données à caractère personnel
par les États durant la première moitié du XXe siècle, avec l'utilisation en particulier de la mécanographie, l'ancêtre de l'informatique, les cartes perforées, dans les États qu'ils pratiquaient déjà, et en particulier les Pays-Bas, pour exterminer 75% de la population juive parce qu'ils étaient sur des fiches. Avant ça, il y a eu la Saint-Barthélemy, il y a eu énormément d'exemples qui montrent que quand on a des données à caractère personnel sur les gens, ce n'est pas nécessairement pour leur bien. Et donc effectivement, les gens qui avaient connu ça, au moment où les ordinateurs sont arrivés au sein des administrations, puisque c'était leur premier usage, ils se sont dit il faut réagir et il faut créer une loi pour encadrer le fichage des personnes. Ça vise à participer à un droit fondamental des États démocratiques, j'y reviendrai, qui est le droit à la sûreté, c'est-à-dire le droit à être protégé contre l'arbitraire de l'État. Ce qui n'a rien à voir avec ce dont on parle de temps en temps, c'est le droit à la sécurité, ce qui est là, sur le plan juridique, absolument n'importe quoi. Quand vous entendez des phrases comme on dit la première liberté, c'est la sécurité, tout ça, c'est du non-sens, c'est totalement novlanguien. C'est le droit à la sûreté qui doit primer en l'occurrence. Et donc, effectivement, parce qu'il s'agissait de contrôler l'État et que c'est l'administration qui devait contrôler l'État, il a fallu créer un mécanisme juridique un peu original d'autorité administrative indépendante que je ne développerai pas ici, mais sur lequel vous pouvez vous renseigner. Donc en France, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est pilotée par une présidente à l'heure actuelle qui fait partie de 18 commissaires, je suis l'un de ces commissaires, et puis des services de 215 personnes qui donc effectivement travaillent à faire fonctionner cette institution. C'est assez rare qu'il y ait des lois qui ébouriffent. Quand on parlait de la loi fiscale, bon, non. Mais quand on prend l'article 1 de la loi informatique et liberté, quand on se replace dans le fait qu'elle était écrite en 1978, ça envoie clairement du steak, comme on dit, parce que le projet politique et éthique est clairement annoncé par rapport à l'arrivée de la révolution numérique. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Waouh! Et donc, toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. C'est un principe qui a été constitutionnalisé en Allemagne dès 1983, qui est le principe d'autodétermination informationnelle, avec un nom allemand long comme ça. Alors, ces lois informatiques et liberté, qu'est-ce qu'elles concernent? Elles concernent exclusivement les personnes physiques, c'est-à-dire que les données liées aux entreprises, tout ce qui ne concerne pas les personnes, est en dehors du périmètre de cette loi. Alors bien sûr, il y a toujours une porosité. Quand vous avez une entreprise unipersonnelle, un artisan, l'adresse de son entreprise, qui est une donnée qui doit être publique au registre des entreprises, c'est aussi une donnée à caractère personnel, ça peut être l'adresse de son domicile. Donc on voit bien qu'il y a évidemment parfois des conflits de frontières, mais qui sont régularisés. Et donc ces lois encadrent, comme il a été dit, l'usage des données relatives aux personnes. Et donc on a la chance d'avoir au sein de l'Union européenne la notion, ce qu'on appelle le statut personnaliste, voire justement, quand on parle de données à caractère personnel, on fait aussi erreur, et il y a Piero Pelado, qui est un universitaire canadien, qui a dit qu'il faudrait plutôt les appeler des données à caractère interpersonnel, parce qu'en fait, quand vous envoyez un courriel à quelqu'un, ça donne autant d'informations sur vous que sur lui, à travers la relation que vous pouvez entretenir. Et ça amène aussi à considérer que donc, ça s'oppose à une vision plus états-unienne, qui est une vision très personnaliste, qui considère que l'information, y compris ces données-là, sont un bien transférable. Mais dans le cadre français et européen, une donnée, il n'y a pas de propriété dessus, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de vol de données, tout ça c'est des qualifications juridiques totalement inopérantes. Il n'y a pas, même le terme de propriété intellectuelle est lui-même un oxymore, ça ne veut rien dire, malheureusement il est très utilisé, mais c'est plutôt des droits sur les biens informationnels dont il faudrait parler. Donc il n'y a pas de vol, on parle de violation de données, ça c'est pour effectivement parler correctement. Vous avez donc beaucoup entendu parler du RGPD, donc c'est le règlement du Parlement européen du Conseil relatif à la protection des personnes physiques, on y revient à l'égard du traitement de données à caractère personnel, et à la libre circulation de ces données. C'est-à-dire que c'est à la fois un règlement qui protège, mais qui régule économiquement. C'est la vision traditionnelle de la Commission européenne.
Et donc, qu'est-ce que ça apporte? D'abord une évolution plutôt qu'une révolution. Tous les gens qui me disent « Oh là là, il va falloir que je me mette en conformité avec le RGPD », je leur dis bah, « C'est sympa parce que ça fait 40 ans que vous devez être en violation de la loi informatique et liberté ». Et donc, l'avantage, c'est qu'il s'agissait d'harmoniser le cadre à l'échelle européenne, de prendre acte de la révolution numérique. Avant, on autorisait au coup par coup les traitements. Vous imaginez bien que c'est totalement impossible. Donc on passe plutôt dans un régime où on va autoriser par défaut, mais contrôler l'usage qui est fait des données a posteriori. Et puis donc cette fameuse application extraterritoriale, qui à la fois en est une et n'en est pas une, parce que comme ça a déjà été vu, le droit il s'arrime au territoire. Mais ce qu'on protège, c'est les résidents du territoire de l'Union européenne vis-à-vis des traitements qui peuvent être effectués indifféremment, soit dans l'Union européenne, soit en dehors. Ce qui veut dire qu'un responsable de traitement états-unien peut être soumis, est soumis au RGPD dès le moment où il traite les données de résidents du territoire de l'Union européenne. Et pas seulement de citoyens européens, de résidents. C'est-à-dire que dès qu'on est sur le sol, on est protégé par la loi. Donc c'est une territorialité qui, est un peu, qui devient extraterritoriale vis-à-vis des responsables de traitement. Et puis donc des nouveaux droits, de nouvelles obligations, je n'aurai pas le temps de les détailler, mais en particulier, c'est ce qui va nous intéresser dans ce contexte-ci, un principe de protection des données par conception. Alors en anglais, c'était dans le cadre canadien qui avait été défini le principe de privacy by design, mais les États-Unis ont une vision, enfin les Nord-Américains ont une vision de la privacy qui n'est pas le cadre juridique qu'on a, puisque nous, c'est la protection des données à caractère personnel. Donc là, le terme que je vous encourage à utiliser, c'est protection des données par conception, qui est plus correct du point de vue juridique dans le contexte européen. Et donc, effectivement, puisqu'on n'interdit pas de base, sauf, j'y reviendrai, un principe de responsabilité en amont des responsables de traitement. Donc la conformité, la compliance en anglais, il faut faire en sorte que dès le moment où on met en route, on active le traitement, il soit conforme, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être redevable, le terme anglais c'est accountability, on va être redevable de tous les actes qui vont être effectués avec les données qui auront été collectées. Avec une notion aussi de différents niveaux de redevabilité. Bien sûr, il ne s'agit pas d'embêter les gens chez eux, mais en revanche, une entreprise qui va traiter à grande échelle des données de santé, on comprend bien qu'elle va être soumise à des devoirs supérieurs. Et donc, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel? Le RGPD en offre une définition moderne. Donc, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, parce que la réidentification devient une problématique, je n'aurai pas le temps de l'évoquer, et donc est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique que l'on va pouvoir identifier en traitant les données qui vont la concerner. Et donc avec un éventail très large, bien sûr son nom, son prénom, mais la géolocalisation, les informations qui sont propres à son identité physique, la biométrie, j'y reviendrai, etc. Et donc il y a une liberté générale de traitement, sauf pour un ensemble de catégories de données. On a vu dans l'intervention précédente que finalement on crée des boîtes et on fait des exceptions dans les boîtes, on fait des trous dans les boîtes, éventuellement on peut faire des exceptions dans les exceptions pour arriver à trouver le bon périmètre. Et donc toutes les données qui sont considérées comme sensibles, c'est celles pour lesquelles en général on a tué les gens par le passé. Et donc effectivement, il y a un principe général d'interdiction du traitement, sauf exception, parce qu'effectivement, quand vous-même vous dites « je suis de telle religion », vous le dites, la donnée devient publique, donc la donnée manifestement rendue publique, c'est un moyen de pouvoir la traiter. Il y a d'autres cas, bien sûr, pour soigner les gens, on a besoin de leurs données de santé. La loi a utilisé le même mécanisme que celui qui avait été décrit précédemment pour borner ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Et juste un petit focus donc sur la biométrie, c'est ce qui va nous intéresser ici. Que donc la biométrie, c'est un ensemble de techniques qui a été utilisé dès la fin du 19e siècle à l'encontre majoritairement des gens dangereux, ou supposés tels, donc les criminels, les populations autochtones et nomades que l'on souhaitait garder sous contrôle. Donc les premiers papiers d'identité avec empreinte et photographie, c'était à destination des populations nomades d'Algérie, et le français de souche, comme on dit parfois, refusait d'être soumis à ce régime parce qu'il considérait que c'était une honnête personne. Et donc la biométrie, c'est très vaste, parce qu'effectivement ça peut être des caractéristiques physiques propres, mais ça peut être aussi des caractéristiques psychologiques, comportementales, comme par exemple le rythme de la frappe au clavier
ou le style d'écriture d'une personne, et c'est comme ça que l'on dit qu'effectivement la NSA a pu réidentifier les 4 personnes qui se cachent derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, en analysant et en réussissant à réidentifier et comparer les styles d'écriture de tous les gens qui écrivent sur l'Internet. Donc vous imaginez l'intérêt de pouvoir capter de grandes masses de données pour arriver à partir de là à comparer des styles et éventuellement pointer vers des personnes. Ça, c'est des techniques de réidentification qui peuvent être utilisées de façon massive. Et donc la biométrie a 2 usages principaux. Le premier, l'authentification, déterminer si une personne est celle qu'elle prétend être. Ça, c'est une finalité administrative. Et puis, il y a l'identification, associer une personne à une trace, enfin, ou une trace, relevée par exemple sur une scène de crime à une identité. Ça, c'est une finalité de police, mais on le vend de plus en plus comme une finalité ludique en disant, tenez, retrouvez sur votre réseau social votre photo, surtout les photos qui ont été postées par les autres. Ben ça, c'est de la réidentification à partir de photos, c'est de la reco-faciale, c'est de la biométrie lourde. Et donc, ça peut être ludique ou pas, parce qu'il y a des gens comme ça qui retrouvent l'identité secrète d'actrices porno pour après les harceler. Enfin, je veux dire, il y a des usages de cette réidentification faciale qui peuvent être absolument pas ludiques pour les personnes concernées. Le problème de la biométrie, vous l'avez compris, c'est qu'elle est non révocable. Un mot de passe, s'il est compromis, vous le changez. Votre empreinte digitale ou vos informations biométriques autres sont compromises, et ben vous ne pouvez pas en changer et c'est problématique. Et donc effectivement, il faut fournir des garde-fous juridiques, mais aussi des garde-fous techniques pour empêcher le mésusage des données biométriques. Honnêtement, les garde-fous juridiques, l'histoire a montré que ça ne marchait pas. Il suffit de 5 à 10 ans pour transformer un régime démocratique en régime autoritaire. Il y a un très bon bouquin de Sebastian Hafner qui s'appelle « Histoire d'un Allemand » qui vous raconte ça parfaitement, vécu de l'intérieur. Et donc, les mesures de protection technique sont essentielles, si on croit au moins un peu à la technique, avec donc la mise en œuvre du principe de protection des données par conception. Ça m'amène à des considérations architecturales, qui est que les bases de données centralisées permettent à la fois l'authentification et l'identification, puisque en fait, faire une identification, ça revient à tenter autant d'authentification qu'il y a d'identité dans la base, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui corresponde. Alors que quand vous mettez vos données d'identification biométrique sur un support individuel, ben vous ne pouvez permettre que l'authentification, c'est-à-dire comparer votre support à votre personne. Exemple du passeport Paraf, enfin du système Paraf, etc. Et donc, les systèmes de stockage individuel sont bien plus sûrs parce qu'ils ne peuvent pas être détournés à large échelle, alors que si on met la main sur une base de données biométrique, alors là, c'est open bar. Et donc, effectivement, en termes de doctrine, la CNIL en particulier, mais d'autres, poussent la doctrine de la biométrie à la main de l'usager, c'est-à-dire que les personnes doivent être seules en mesure de décider de l'usage de leur support biométrique. Elles peuvent même le faire disparaître, le détruire, pour faire en sorte que le lien entre leur biométrie et leur identité puisse être rompu. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans sa doctrine, la CNIL impose, quand il y a des usages d'authentification biométrique, l'existence d'un moyen alternatif, parce qu'on considère que c'est quand même une technologie un petit peu corrosive. Et donc ça pose des questions scientifiques et techniques, c'est pas moi qui réponds, je suis pas du tout spécialiste de ça, en fait je vous les pose à vous. D'abord donc l'usage de la cryptographie asymétrique pour l'authentification des gabarits stockés à la main de l'usager, c'est déjà ce qu'on utilise, donc là aussi c'est important que ce soit robuste, et il y a des travaux là-dessus et c'est tant mieux. Et des questions un petit peu plus actuelles sur, il y a des cas dans lesquels les gabarits, on est obligé de les maintenir en base centrale, en particulier pour les gabarits vocaux, où la voix de la personne évolue dans le temps, et donc il faut pouvoir affiner le modèle, et il faut pouvoir faire évoluer le gabarit. Donc vous ne pouvez pas le faire sur un support, parce qu'il n'a pas la technologie, la puissance de calcul suffisante, donc vous êtes obligé d'avoir le gabarit sur un site central, mais justement vous ne voulez pas qu'il y ait une base de données open bar. Donc il est chiffré à la main de l'usager, et il s'agit lors de la transaction de fournir la clé de déchiffrement sur le même canal que le canal de transaction pour ouvrir l'information biométrique, effectuer l'authentification, et puis après on referme, et si quelqu'un met la main sur la base, il aura que des informations chiffrées avec des clés individuelles, donc pas attaquables par force brute. Mais ça suppose qu'on arrive à transmettre sur le canal de communication des informations avec de l'entropie suffisante, avec une robustesse suffisante. Je pourrais en parler, mais j'ai plus beaucoup de temps. Voilà. Donc je veux juste vous présenter ce qui me semble un chantier scientifique pour notre communauté important. C'est ce que j'appelle le cahier des charges démocratique. Je vais bientôt sortir un rapport là-dessus.
Donc l'idée, d'abord, premier point, je pense qu'il faut renoncer au postulat démocratique. Ça ne sert à rien de dire « ouais, on fait un super système pour chasser les méchants, mais de toute façon, on ne craint rien parce qu'on reste une démocratie ». L'histoire nous a montré que ce n'est pas vrai. Et donc, je pense qu'une caractéristique fondamentale d'un système démocratique, c'est justement de prendre toutes les mesures pour protéger les populations dans l'éventualité de sa disparition et en attente de sa renaissance. Deuxième point, de fait, l'État ne doit pas disposer de la biométrie de l'ensemble de ses citoyens, parce que sinon c'est très facile de faire des rafles assistées par ordinateur quand ça va mal. Chaque fois que je me pose la question, quand je vois un nouveau truc, je me dis « Ok, combien de temps tiendrait Jean Moulin ?» Et c'est une vraie question à se poser en permanence. Donc, il ne faut pas pouvoir la reconstituer facilement. C'est-à-dire, si on dit l'État n'a pas de biométrie, mais si en fait il suffit de fouiller des bases privées pour la reconstituer, la remoissonner, on a perdu aussi. Et donc, la base centralisée, c'est vraiment un problème. Parce que quand vous avez l'identité de quelqu'un, eh ben, si vous avez ça en base centrale, quand quelqu'un veut faire des faux papiers, boum, il y a une alerte parce que l'empreinte digitale est déjà associée à une autre identité. Or, on le sait, hein, on a sauvé des dizaines de milliers de personnes il n'y a pas longtemps grâce à des faux papiers. C'est super important de pouvoir faire de vrais faux papiers quand, à un moment donné, un certain nombre de fonctionnaires décident de hacker le système pour sauver des gens. C'est un principe démocratique important, le système doit être résilient, et donc vouloir à tout prix avoir des systèmes non cassables, sécurisés à mort, c'est pas bon du point de vue démocratique. Il faut poser la barrière, bien sûr, il faut éviter que Kevinou, avec ses crayons-là, puisse se faire sa carte d'identité sur sa table de bar, mais au-delà de ça, il faut pouvoir réaliser de vrais faux papiers quand ça tourne mal. Un bon système d'identité doit être faillible par conception. Ça a déjà été dit, les systèmes de surveillance ne doivent pas pouvoir passer à l'échelle. Hein. Il faut faire de la cryptographie robuste. Alors quand tu disais, effectivement, on cherche toujours à en faire... non, rappelez-vous l'épisode où la NSA a cherché à pousser un standard de cryptographie complètement troué. Il y a toujours des tentatives pour essayer de mettre des portes dérobées dans la crypto, puisque justement, comme disait Edward Snowden, la crypto bien implémentée et bien pensée, ça fonctionne, et c'est un des garde-fous que nous avons et qui est très important. Il faut renoncer bien évidemment à la surveillance de masse, hein, parce que quand un État surveille sa population de façon indiscriminée, ça veut dire que l'État pense globalement que le peuple est l'ennemi, et comme c'est une relation réflexive, ça veut dire que l'ennemi est en droit de penser que l'État, que le peuple pense que l'État c'est l'ennemi. Donc c'est un risque démocratique, je pense. C'est un État qui met en place la surveillance de masse porte un coup de couteau, un coup de canif monstrueux au contrat démocratique qui le lie à sa population. C'est vraiment, ça doit être interdit par conception, par nature, parce que c'est une atteinte au principe démocratique. Et donc, effectivement, sortir du solutionnisme technologique, hein, clairement, c'est toxique. Au prétexte de solutionnisme technologique, on met en place des solutions qui risquent de se retourner contre nous à moyen ou long terme. C'est grave. Il faut vraiment, nous, avoir le recul nécessaire pour pouvoir dire non, là, désolé, et informer le législateur des conséquences réelles, parce qu'on pense que l'IA, ça marche, on pense que la reconnaissance faciale, ça va fonctionner, on arrivera à trouver dans un stade de foot le terroriste qu'on cherche. Nous, on sait que ça ne marche pas, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'industriels qui veulent absolument faire croire que ça marche, parce qu'il y a maintenant un business de ces outils-là qui est extrêmement fort. Et donc, effectivement, revenir aux principes démocratiques fondamentaux du siècle des Lumières, renforcer le droit à la sûreté, parce que sur le long terme, il n'y a que ça qui fonctionne pour maintenir la démocratie. Merci. Voilà, merci. Bien, je voudrais vraiment remercier nos 4 intervenants pour vos exposés, pour vos discours. Ça montre bien toute la richesse qui existe dans ce domaine très très vaste qu'est la cybersécurité. On peut l'attaquer de multiples façons quand on s'intéresse aux approches technologiques, aux approches scientifiques. Et là, en tant que co-auteur avec Ludovic et puis Steve Kramer et Didier Rémy du livre blanc cybersécurité, on a bien vu que c'était un domaine tentaculaire, ça ne fait aucun doute, mais quand on ajoute en plus des considérations juridiques et éthiques, ça devient encore plus vaste et c'est du coup passionnant. Voilà. Donc il est temps maintenant, on a 10 bonnes minutes pour les questions de la salle. Donc je vous invite à demander un micro. Okay. Merci pour vos 4 exposés et tout
tout à fait passionnant et complémentaire. Alors j'ai une question un peu pour, je sais pas, pour vous tous, suite à l'exposé de François. Comment fait-on pour donc un système doit pas se doter de moyens, j'ai compris, qui passent à l'échelle, enfin qui couvrent les capacités de repérage biométrique complet des individus, mais que fait-on pour se protéger de matériel qui viendrait de l'étranger, que les gens adoptent de façon massive et qui pourrait de fait intégrer des moyens biométriques d'identification et des données qui ne sont pas maîtrisées par l'État mais par d'autres États. Tant qu'on est dans un espace démocratique, c'est la loi qui protège. C'est-à-dire qu'effectivement, en particulier, on peut mettre en place des dispositifs pour vérifier que les fameux composants d'identification biométrique des ordiphones conservent le gabarit à l'intérieur du dispositif et ne font pas de sortie vers l'extérieur. Donc il y a une étude et il y a des recommandations qui peuvent être faites sur l'utilisation des dispositifs. Ça n'empêchera pas les gens de se comporter de façon stupide. En particulier, c'est pour ça qu'en France, on a interdit le séquençage génétique des personnes à des fins ludiques. Il y a toujours des gens pour envoyer leurs données biologiques chez 23andMe et DNA Heritage, machin, je ne sais plus les noms, et récupèrent, c'est rigolo, leur profil, mais dedans, il y a un certain nombre d'agences fédérales qui piochent et qui, elles, font des recherches en parentèle, parce que les données génétiques sont encore plus corrosives que les données d'identité digitale, puisqu'elles sont partagées par les ascendants, les descendants et les collatéraux. Donc quand quelqu'un rentre sa trace d'ADN dans un fichier, c'est tout son périmètre familial qui tombe aussi dedans sans avoir aucun droit dessus. Donc on ne peut pas empêcher les gens d'être piégés par ça, mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les principes, tenir au niveau, j'allais dire, de son espace géographique, et à partir de là, effectivement, mettre en place des garde-fous pour faire en sorte que les personnes qui ne voudraient pas être tracées puissent ne pas l'être. Parce que c'est en général sur celle-là qu'on comptera quand ça tournera mal. Mais c'est vrai que c'est un problème compliqué parce que quand vous regardez les experts machin chouette, ils trouvent un bout de je sais pas trop quoi, et puis on voit la super blonde sympa qui aime les chatons, qui va chercher et qui cherche sur toutes les bases de permis de conduire, machin, fait des matchs de photos, et les gens trouvent ça cool et normal. Quand on regarde ça avec les yeux de la protection des données, on se dit mais what? C'est pas possible, justement. C'est pour ça que l'État ne doit pas avoir accès à la biométrie, c'est qu'on ne doit pas chercher dans les fichiers administratifs à des fins de police. Ça ne doit pas être possible parce que sinon ça passe à l'échelle. Or, on ne veut pas que ça passe à l'échelle. Donc, que ça ne passe pas à l'échelle, c'est effectivement éviter que quelques-uns puissent contrôler beaucoup de personnes. C'est la garantie démocratique. C'est pas facile, mais il faut justement y réfléchir et voir quels sont les garde-fous techniques qu'on met pour protéger tout ce qu'on peut protéger, c'est notre population. Pour compléter la réponse, les États-Unis, par exemple, ont pris des mesures très très fortes pour limiter l'accès au marché de certaines sociétés chinoises. Donc ils ont fait le constat que toutes leurs caméras venaient de fournisseurs chinois, et donc ils ont exclu tous ces fournisseurs des marchés publics. Donc même chose aussi pour Huawei, qui a moins accès au marché américain. Et ça a aussi marché pour Kaspersky, qui s'est vu fermer le marché de toutes les administrations américaines parce que, soi-disant, Kaspersky exfiltrait des données en Russie. Donc l'État peut prendre des mesures. Après, effectivement, en Europe, on a perdu le contrôle d'un certain nombre de technologies qui posent des problèmes sur le devenir de nos données. Donc c'est un constat, je n'ai pas vraiment de réponse. Je peux intervenir? Je suis là, tout en haut à droite pour vous. C'est une question pour tout le monde. D'abord, est-ce que vous pouvez commenter maintenant cette obligation, quand on demande un visa pour les États-Unis, qui va venir de fournir tous ces emails et ses comptes sur les réseaux sociaux? Donc ça, c'est une première question. Et indépendamment de ça, même si je ne donne pas mon email pour une demande de visa, est-ce que le fait d'intervenir maintenant dans cette conférence aujourd'hui qui est enregistrée et qui va être mise sur Internet ne risque pas, à terme, d'être retenu contre moi ou contre vous si vous avez dit du mal
d'un tel ou d'un tel depuis 2 jours. Du coup, je n'ai pas encore signé mon document de droit à l'image pour cette conférence. Je m'en suis étonnée auprès des organisateurs et des gens qui sont derrière aussi à la régie, que je remercie d'ailleurs pour l'organisation. Je m'en suis étonnée du fait qu'il n'y ait pas eu de discussion sur ce droit à l'image. Voilà. Et ma dernière question, c'était en effet, on parle de Huawei par exemple pour les processeurs, mais est-ce qu'on a la garantie qu'il n'y a pas de backdoor sur tous les processeurs, y compris américains, Intel, ARM, tout ça? Comment on fait? Est-ce qu'on aura assez de couches logicielles pour sécuriser tout ça? Alors, pour les voyages aux États-Unis, donc il y a un certain nombre de pays pour lesquels, quand on s'y rend, potentiellement, l'État, aux douanes, peut demander à accéder vraiment au contenu intégral de nos machines. Moi, ça m'est déjà arrivé aux États-Unis. Voilà, il y a 2 solutions, hein. Soit on accepte, soit on refuse et on n'accède pas au territoire. Donc effectivement, c'est problématique. Le seul conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de suivre les recommandations de l'ANSSI. Quand on va en conférence, on utilise une machine vierge pour laquelle on peut donner le mot de passe et il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on est un certain nombre à le faire déjà dans la salle. Voilà, alors... Et puis sur cet aspect-là, c'est quelque chose qui est rappelé régulièrement par notre fonctionnaire sécurité défense, Didier Benza. Donc il y a vraiment des guides pratiques pour expliquant comment procéder pour limiter les risques lorsqu'on se déplace. Alors sinon, par rapport au processeur, on n'a pas de certitude qu'il n'y a pas de backdoor dans les processeurs, on a des certitudes qu'il y en a. Donc a priori, voilà, c'est un problème résolu. Sur le droit à l'image, la photo, le fait que nous on est foutus, hein. J'allais dire, le but c'est de protéger les autres, hein. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Voilà, je veux dire, il y a un moment donné où clairement on travaille pour d'autres, mais il faut travailler pour d'autres. Ou alors, moi j'ai ici. Christophe Alias, équipe Cache. J'ai une question peut-être un peu polémique et hors sujet sur la propriété intellectuelle des algorithmes que vous soumettez aux NIST de cryptage. Qu'est-ce qui se passe si les Américains décident de breveter, de prendre possession de ces algorithmes? Est-ce que ça reste le droit de l'INRIA? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc sur les algos, on a signé, d'ailleurs ça a été, pour la petite parenthèse rigolote, donc on a signé un IP statement en fait, renonçant à tous les droits et donnant renonçant à tous les droits sur les algos qu'on a soumis au NIST dans le but d'une standardisation. D'accord. Donc tout le monde a fait ça pour soumettre à une compétition NIST. Il faut faire cet IP statement. On donne également le code de référence. Donc pas forcément les codes optimisés. Les codes optimisés pour telle ou telle architecture vont pouvoir être brevetés. Mais pour ce qui est on renonce à notre propriété intellectuelle sur ces algos-là. Justement, c'était ce qui nous posait problème au moment du shutdown, parce qu'en fait, on sait que nos IP statements sont partis le 21 décembre, et donc sont arrivés pendant le shutdown, et on se demandait s'ils étaient sous la neige, ou s'il y avait vraiment un fonctionnaire qui relevait quand même le courrier. Donc a priori, il y a un fonctionnaire qui relevait le courrier quand même au NIST pendant le shutdown. Alors du coup, le renoncement à la propriété intellectuelle, c'est uniquement pour l'algorithme qui gagne, ou est-ce que c'est pour la totalité des algorithmes? Non, c'est pour la totalité des algorithmes. D'accord. Wow. C'est les conditions du NIST pour concourir. D'accord. Ça permet au passage de relever que la brevetabilité des traitements, des algorithmes, c'est une stupidité et qu'il faut. En Europe, on est pour le moment par le droit protégé contre ça, en dépit des manœuvres de l'Office européen des brevets et de certains autres offices qui gagnent de l'argent dessus. Mais je crois que là aussi, en tant que communauté, il faut renoncer. Les idées sont de libre parcours, hein, c'est un principe du droit. De ce point de vue-là, le code des logiciels est protégé, lui, par le droit d'auteur adapté. Accepter ce qui est un processus contra legem qui est des brevets sur les méthodes algorithmiques, c'est quelque chose contre lequel on doit s'élever aussi de façon majeure, parce que là aussi on creuse notre tombe avec nos dents. Question. Oui, moi, là, hop, je me lève peut-être. Stéphane Huot, INRIA Lille. Merci d'abord pour vos présentations, puis pour le thème. Alors, je suis un peu déçu en fait, malgré le fait que je sois content d'entendre parler de tout ça, parce qu'on parle de technologie, d'éthique, de juridique, et
je pense qu'il y a un composant qui est oublié dans ce domaine, c'est l'utilisabilité. Tu parlais, Vincent, au tout début des systèmes de localisation d'Apple. Qu'il y ait de la sécurité ou pas, les gens s'en foutent parce que ça marche et ça a été bien conçu. Et il y a cette tension-là entre la sécurité des systèmes et l'utilisabilité qui a été mis en valeur par des études en IHM, mais aussi dans le domaine de la sécurité. Un exemple frappant, qu'à INRIA, on est encore obligé de changer notre mot de passe tous les 8 mois, 12 mois, qui a un trou de sécurité énorme parce que pour l'utilisabilité, du coup, on utilise des mots de passe qui sont plus sûrs du tout. Le mot de passe ancien plus 12, 26, 42, voilà. Enfin, donc j'aimerais savoir si les gens qui font les aspects techniques de la sécurité commencent à prendre en compte les problèmes de l'utilisabilité. Et c'est pareil pour le juridique. Quand la RGPD est arrivée, je ne suis pas un spécialiste, mais je n'ai pas l'impression que la loi a défini, par exemple pour les sites web et les cookies, comment les sites web devaient permettre de faire le opt-out. Et on s'est retrouvé avec des gens très intelligents, pour la plupart, qui ont fait des trucs complètement inutilisables, de manière à ce que les utilisateurs, pour faire le opt-out, c'est super compliqué. Donc, j'aimerais savoir si ça commence un peu à être pris en compte, tout ça. Donc, la réponse est oui. Il y a des conférences qui se sont créées pour avoir des technologies, développer des technologies de sécurité utilisables. En plus du mot de passe, je pourrais faire un sondage. Les gens dans l'amphithéâtre qui chiffrent leur mail avec Pretty Easy Privacy, levez la main. Bon, voilà, donc ça fait pas. Enfin, c'est un problème connu. Toutes les technologies existent pour qu'on chiffre nos mails, sauf que si on essaye de les déployer, on se rend bien compte que le grand public n'y arrive pas. Donc oui, c'est vraiment des aspects qui sont pris en compte maintenant par la communauté. Je pense qu'on peut aussi ajouter qu'il y a un sujet différent mais lié, que d'une manière générale, la formation à tous les niveaux, et moi je ne parle pas forcément d'experts en sécurité, je pense que la formation des gens à la compréhension de ce qu'est la sécurité, quels problèmes ça pose, c'est quoi les propriétés qu'on cherche à atteindre et comment on les atteint, avec un minimum de connaissances, permettra aussi d'utiliser correctement un certain nombre d'outils qui sont utilisés incorrectement aujourd'hui, simplement parce que, n'étant pas formés, les gens ne comprennent pas à quoi servent ces outils. Et puis, il y a un problème économique aussi. Il y a le problème de l'effet de réseau qui fait que les gens vont vers ce qui est cool, et comme ils vont vers ce qui est cool, ils n'utilisent pas les autres services éventuellement plus protecteurs, qui, si les gens venaient, auraient les moyens de se développer et de devenir cool aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet gravitationnel autour d'un certain nombre de technos, et elles sont les plus cool parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et d'argent pour qu'elles soient effectivement ergonomiquement efficaces. Et c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que nous, on essaye de dire au personnel, mais n'utilisez pas Dropbox, utilisez le service qu'on vous propose sur Enater, sur machin, etc. Mais il est moins cool. Et donc, à partir de là, il faudrait quelqu'un qui développe une app pour iOS, une app pour Android, une app pour machin, pour que ce soit facile. Et à un moment donné, s'il n'y a pas une vision stratégique de l'usage des technologies de l'information par, effectivement, l'État qui investit les moyens en utilisant un patrimoine existant, mais pour augmenter ce niveau d'utilisabilité, on ne sortira pas du cercle vicieux que vous décrivez. Voilà. Et pour finir sur cet aspect-là, je pense qu'un exemple pour lequel on doit vraiment être conscient qu'il y a des risques, c'est l'usage vraiment de Google Docs, qui est majoritaire sur certaines phases, lorsque l'on aborde des projets, des réponses à des projets, des appels à projets, même dans le fonctionnement au quotidien de certains projets européens ayant trait à la cybersécurité, les outils de Google Docs sont incontournables, et ça pose vraiment question. Donc il y aurait beaucoup à dire sur toutes ces thématiques cybersécurité. De toute façon, je pense que ce sera l'occasion de revenir dessus lors de prochaines journées scientifiques INRIA. On va peut-être arrêter maintenant la séance de questions. Je suis désolé, mais le timing est ce qu'il est. Et je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et à vous, membres du public, pour être présents. Merci.